Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de bonheur que je retrouve cette salle-là, mais surtout d'avoir été invité par vos soins pour venir vous entretenir de la gestion administrative, un thème qui est en fait notre activité de tous les jours. C'est en quelque sorte une perche que vous nous tendez, puisque nous avons envie d'avoir ce genre d'échange, ce genre de cadre pour justement atteindre les objectifs que nous nous fixons. L'inspecteur établissement vie scolaire, c'est, disons, un poste transversal, c'est une fonction transversale. Il s'occupe de tout, parce que quand on dit vie scolaire, c'est tout, hein? C'est le pédagogique, c'est l'administratif, c'est l'environnement. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer, ce sont les conflits que vous gérez. C'est extrêmement transversal. Donc, dans le cadre de nos PTA, nous mettons le plan de travail annuel, nous mettons par exemple, nous prévoyons des échanges surtout pour ce qui concerne la gestion administrative, les rapports entre enseignants et administration, les rapports entre parents d'élèves et administration, entre parents d'élèves et enseignants, les rapports entre parents d'élèves et écoles et aussi les services centraux ou déconcentrés. Mais il faut trouver un cadre pour aborder ces questions-là. Et là, vous nous donnez une occasion de venir échanger avec les enseignants sur la gestion administrative. Je l'ai dit dans l'entame que, en tout cas quand j'ai échangé avec eux, que je préfère ne pas parler de conférence, mais plutôt de causerie, comme MLS l'a dit tout à l'heure, aborder justement des questions beaucoup plus précises. Mais pour les aborder, il faudrait qu'on parle du contexte. Le contexte, c'est qu'on a dit gestion administrative. Qui dit gestion administrative dit administration. Et dans le cadre scolaire, il faudrait qu'on s'entende sur ce que c'est qu'administration. Ensuite, il y a un élément, on a dit enseignant. Il faudrait qu'on s'entende sur ce qu'on entend par enseignant. C'est très important. Je voudrais juste attirer l'attention, parce que généralement, quand j'aborde ces questions, je préfère une interaction, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, quand on dit enseignant, les gens font focus sur la femme ou l'homme qui est en face. Quand on dit administration, l'administration, les gens font focus, ils ne voient que l'administrateur. Quand on dit école, les gens voient la structure. Alors que tout cela, c'est plutôt juridique. L'enseignant, c'est une personne juridique. L'élève, c'est une personne juridique. L'administration, c'est une personne juridique. Et qui dit juridique, dit des textes. Ceux qui l'ont abordé ici, ceux qui m'ont devancé dans la prise de parole, ont déjà brossé un peu cet aspect-là, l'aspect juridique. C'est pourquoi, MLS l'a dit, quand on est enseignant ou quand on est agent tout court, on doit travailler à connaître les textes qui régissent votre action de tous les jours. Votre action, quand je dis action, c'est l'action pédagogique,
mais aussi c'est votre être. C'est très important. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez être ou comment vous devez être? À qui vous avez affaire? Dans quel cadre? Ce n'est pas comme vous le voulez, mais comme on voudrait que vous le fassiez. C'est-à-dire comme le texte voudrait que vous le fassiez. Quand on maîtrise ça, on peut être très fâché, mais on peut être rassuré d'avoir fait ce que vous avez à faire. Bon, généralement, quand on vient de Molomp, de Oussouye, très souvent, on vient en retard. Mais il faut l'applaudir. Non, lui et moi, c'est toujours comme ça. C'est des pierres, de gros cailloux qu'on se jette l'un à l'autre. J'étais devancé. Voilà. Alors, donc, je disais que c'est très important. Je vais juste vous raconter une petite anecdote. Hein. C'est juste hier. J'ai quitté le bureau hier après 21h. Après 21h, pourquoi? Parce que il y a une mission qui est actuellement en route. Je crois qu'à ce moment, je peux dire qu'ils ne sont pas encore arrivés en Gambie. Ils sont en route pour Saint-Louis, dans le cadre du Reza-Clap. Mais depuis 3 jours, on a des difficultés pour leur faciliter le voyage. Et c'est hier, vers 18h, que la situation a commencé à se décanter. Or, quand on dit 18h, le service de la gouvernance ne fonctionne pas. Je dis bien le service de la gouvernance. Le gouverneur, c'est le chef de l'exécutif, c'est le patron de l'administration au niveau régional. Vous ne pouvez pas imaginer que l'IA, encore moins moi, que je dise au gouverneur, ah bon, gouverneur, nous avons une mission qui doit aller à Saint-Louis, il faudra leur signer tel papier, tel papier. Ce n'est pas possible. Mais le gouverneur, lui, conscient de la situation, et aussi des efforts que nous avons faits pour faciliter cette mission-là. Encore une fois, cette mission, ce n'est pas des êtres humains physiques, c'est des personnes juridiques. Ce sont des enseignants et des élèves qui doivent aller à Saint-Louis dans le cadre du Reza-Clap, qui est une institution qui est connue par l'État, reconnue par l'État. Le gouverneur nous a appelés pour nous dire, donnez-moi le nom du chauffeur, donnez-moi le numéro d'immatriculation du véhicule et je vais, à partir de la gouvernance, établir l'ordre de mission. Maintenant, alors que c'est nous qui devrions établir l'ordre de mission, il dit, moi, je prends sur moi la responsabilité d'établir l'ordre de mission à partir directement de la gouvernance. Parce que d'habitude, c'est nous qui faisons les ordres de mission et on envoie pour qu'on signe. Lui, il dit, envoyez-moi ça, on va faire signer ça là-bas. Il a signé, et c'est à ce moment-là, d'abord il fallait avoir les informations, c'est à Bignona, pour avoir le numéro d'immatriculation du véhicule, c'est à l'université, pour avoir le nom du chauffeur, tout ça, il faut appeler. Jusqu'après 21h, quand tout a été décanté, bien entendu, il faut donner les moyens de transport, de carburant et tout ça, les bons et tout. C'est après que nous avons remis les documents et ce matin, ils doivent s'organiser pour pouvoir partir. C'est vers après 11h qu'ils ont quitté Ziguinchor pour aller à Saint-Louis. Pourquoi je mets entre guillemets tout ce sacrifice-là? Je mets entre guillemets parce que ce n'est pas réellement un sacrifice, mais plutôt un sacerdoce. Parce que quand un citoyen ou un être humain résident au Sénégal a besoin et dans ses droits, l'État, à travers ses services, a l'obligation de pourvoir à ces droits-là, jusqu'à preuve du contraire.
C'est pourquoi chaque agent de l'État, à son niveau de service, a l'obligation de faire tout pour que le service public, le service de l'État qui lui est confié puisse effectivement bénéficier à l'usager. C'est très important. Si maintenant on revient à la conférence, comme vous l'avez dit, et moi j'ai dit à la causerie, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on s'entende sur la notion d'administration. Et j'ai insisté pour qu'on fasse la distinction entre le service et la personne qui est dans ce service-là. Parce que la personne est partie intégrante du service. Mais le service, c'est une personne juridique. Une fois, je disais au niveau du... Quand les gens entrent, je demande à M. Djiba. Je dis, vous demandez l'agent Djiba ou bien M. Djiba en tant que personne. Parce que si c'est l'agent, c'est le service que vous demandez. Si c'est pour un service, quelquefois les gens disent, non, c'est M. Djiba. Vous dites, d'accord, M. Djiba n'est pas là, il s'arrête. Je dis, non, j'insiste beaucoup, il n'est pas là, donc vous pouvez partir. Il dit, non, 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 en fait, je veux. Je dis, non. Donc, quand vous allez dans un service, ce n'est pas la personne physique, c'est le service. Pourquoi il faut faire la distinction? L'administration, ce qu'il faut comprendre par l'administration, c'est des tâches, des activités que l'État a mises en place pour satisfaire les besoins des usagers. C'est ça l'administration. Pour simplifier, hein, pour le dire tout simplement. Donc il ne faut pas voir le chef de l'administration de Djignabo, qui se trouve être le proviseur, et croire que c'est lui l'administration. Non, l'administration, ce n'est pas lui. C'est toutes les tâches qu'il y a autour. Et ces tâches reposent sur un certain nombre d'éléments que sont d'abord la loi fondamentale. Il faudra remonter à la loi fondamentale. Il y a un terme qui est utilisé par en Wolof là, la loi fondamentale, charte Réumi, je crois que c'est comme ça. Constitution. La Constitution. Hein? Charte Ndaw Réumi. Voilà, charte. Parce que tous les textes, toutes les lois reposent sur la Constitution. C'est l'extension, les lois, toutes les lois sont l'extension ou sont les extensions de la Constitution. L'émanation. Oui, c'est pourquoi je dis l'extension. Parce que la Constitution est dans le général, dans les généralités. Maintenant, on prend les lois pour justement préciser. Mais les lois aussi sont dans une certaine forme de généralité. Il faut descendre des lois vers les décrets. On parle de décrets d'application. Après les décrets, on descend un tout petit peu vers les arrêtés. La hiérarchie des normes, les circulaires, les notes de service, etc. Pour expliciter davantage l'application du principe fondamental de la Constitution. C'est pourquoi il faut régulièrement lire la Constitution. Il faut régulièrement lire nos lois. Donc, pour ce qui nous concerne, quand on parle de la Constitution et surtout des lois, pour ce qui est de l'administration, on va dire que administrer, c'est faire tout pour que tout ce qui vous est confié, c'est-à-dire l'administration du lycée, puisque le proviseur est là, on va... Kant. Bon, je l'appelle Kantin, c'est pas Kant le philosophe, mais c'est Kant diminutif de Kantoussan. Hein?
Donc le travail du proviseur, c'est de rendre conforme tout ce qui se passe ici au texte que le pays s'est donné. Rendre conforme les ambitions du texte, du pays, nos ambitions en matière de formation, nos ambitions en matière d'éducation, nos ambitions en matière d'organisation. Il va mettre en place des mécanismes, des activités, des tâches pour que cela soit une réalité. Quand on descend au niveau de l'enseignant, il va également se faire cette obligation-là. Maintenant, il a déjà abordé un tout petit peu, il faut que ce soit conforme au texte à travers le principe. Le philosophe pourrait peut-être me corriger tout à l'heure, mais moi je considère que c'est un principe conflictuel entre les droits et les devoirs. Hein? C'est un principe conflictuel. Hein? Ah, bon, d'accord, ok, il reviendra là-dessus. En tout cas, l'État, pour ce qui est de l'éducation, il y a, j'oublie aussi hein, les conventions internationales. Quand on signe une convention, s'il y a des dispositions qui ne sont pas dans notre corpus législatif ou réglementaire, on corrige nos lois pour les conformer aux conventions, à ces conventions-là. Et c'est là où le travail du chef d'établissement et de ses personnels devient, n'est-ce pas, bien encadré. Pour savoir que c'est bien encadré, il faudrait, vous, en tant qu'enseignant, les connaître. C'est très important. Après, chaque administration qui arrive, à un moment donné de l'histoire, on se donne des ambitions à travers des lettres de politique générale, par exemple. Ainsi, au Sénégal, on parle de lettres de politique générale. On édite une lettre, un texte qui dit « Moi, Sénégal, je voudrais que mon système d'éducation soit orienté dans tel domaine. Je me donne tel moyen, avec tel type de personnel, et les personnels ont l'obligation de faire ceci et cela pour justement atteindre ces objectifs-là, conformément à, en tout cas consigné dans la dite lettre. C'est la lettre de politique générale. Sectorielle. Sectorielle pour l'éducation et la formation. C'est important de se familiariser avec ces textes-là. Je vais, si vous me permettez, dans mon exposé, régulièrement donner des exemples. Il n'y a pas, à la rentrée, on nous avait saisi un parent qui nous a saisi, qui nous a dit qu'il a un enfant handicapé qui est exclu. Bon, ici, les gens vont dire, ah, mais s'il est exclu, s'il n'a pas travaillé, il va être exclu. Hein? Oui, il n'a pas travaillé. C'est un redoublant, il n'a pas travaillé. Donc, il est exclu. Normalement. Ah, normalement. Attention, je retiens le mot normalement. Je prends la première partie du mot, norme. Norme, c'est loin, hein? Voilà. Norme. Or, la norme, justement, il y a la loi d'orientation sociale qui protège les handicapés. Donc, l'affaire, au moment où nous, on le gérait, le directeur de l'action sociale nous appelle pour nous dire qu'il y a telle situation dans tel lycée
il faudrait que vous... mais attention, hein, la loi d'orientation sociale, etc. Je dis, oui, directeur, on va s'y mettre. Le directeur, il ne parle pas en tant que lui, mais il parle en tant qu'État, c'est-à-dire représentant, personne juridique de l'État. Parce que si c'est lui, bon, moi je dis directeur, alors que là, quand il vous signale ça, non, comme on dit en Wolof, c'est l'État qui a dit, moi, des enfants handicapés, voilà ce qu'il faut faire. L'autre exemple, et je termine par là pour des exemples, c'est les élèves qui ont moins de 16 ans. Toi, tu n'as plus, c'est un cycle court maintenant. Voilà. Dans les CM, ceux qui sont dans les CM, vous allez en conseil de classe. Vous voyez un élève qui a 4 de moins. En 6e. Jusqu'en 3e peut-être. Jusqu'en 3e. Oui, même jusqu'en 4e, si l'élève a moins de 16 ans, vous ne pouvez pas l'exclure. Même, hein? Oui, cas d'indiscipline. On peut revenir sur les cas d'indiscipline. On peut revenir sur les cas d'indiscipline. Mais parce que la loi d'orientation modifiée en 2004 est claire sur la scolarité jusqu'à 16 ans. L'obligation scolaire. Donc ces élèves-là, vous ne les excluez pas. Parce que si vous les excluez, si vous prenez vous en faites la proposition, mais nous, quand ça arrive auprès de l'autorité qui va contrôler, on va vous renvoyer une liste d'élèves que vous avez l'obligation de reprendre. Parce que quand l'IA signe, il vous dit, reprenez ces élèves-là, n'allez pas négocier pour dire, bon, c'est-à-dire, bon, si je le dis, c'est parce que moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, j'étais à Passy comme proviseur, j'envoie la liste, les propositions de passage, redoublement, exclusion. Et dans cette liste-là, il y a des élèves, mais pour être honnête, hein, ce sont des élèves qui avaient abandonné. Parmi les élèves qui sont mineurs qui ont abandonné. Seulement dans ma proposition-là, moi je n'ai pas précisé que ce sont des élèves qui ont abandonné. J'ai juste mis ces élèves-là dans la liste des exclus. J'envoie la liste à l'IA et pendant les vacances, on m'envoie un mail. Début septembre, on m'envoie la liste pour me dire que ces élèves-là, il faut les reprendre. Bon, je vais voir dans mon best grade là, je dis, mais ces élèves-là, ils ont abandonné. J'appelle le gars, il me dit, mais Diata, tu n'as pas mentionné que ces élèves-là. Je dis, mais tu vas dire à l'IA de reprendre son texte là. Il faudra les reprendre. Je vais afficher pour vous. Que les gars nous informer les élèves pour nous. Quand j'en ai parlé à mon censeur, il était énervé jusque-là. Mais ces gens-là, ils vont rester à l'IA, ils ne font rien là-bas. Vous voyez, aujourd'hui, c'est moi qui suis à l'IA. Peut-être que je suis en train de ne rien faire pour prendre des décisions. Voyez comment il y a une constante. C'est l'État qui est constant, mais c'est nous qui sommes les variables. Voyez, moi j'avais une conviction à l'époque. J'ai pensé peut-être que les gens allaient comprendre en me disant, bon, donc s'ils ont abandonné, ce n'est pas la peine. Mais monsieur, le chargé de l'EBMG de l'IA à l'époque, le doyen Ngom, vraiment, doyen formidable, il avait une façon très imagée de vous convaincre très facilement. Il dit, ça va, toi aussi, tu ne vas pas dire à l'IA de reprendre sa copie. L'IA peut te dire de reprendre ta copie, mais tu ne vas pas le faire, c'est pas l'inverse. Donc on a fait la même chose. L'année suivante, c'est là où moi j'ai inséré une colonne observation dans la liste qu'on envoie, les propositions. Les élèves exclus pour indiscipline, etc., etc. Tant d'heures d'absence, 40 heures d'absence, même 106 heures d'absence.
on mentionnait ça. Oui, oui. Et là, quand je l'ai envoyé, j'étais en vacances ici, il m'a appelé. Mais je vois que les Diola, là, l'année dernière, on vous a bien élevé, on vous a bien éduqué. Cette année, j'ai dit non, je ne vais pas me faire prendre une deuxième fois. Alors donc là, c'est l'État qui a décidé. On met en application ce que l'État a dit. C'est tout. Et vous êtes tranquille. Vous n'allez pas vous énerver pour ça. Non, si vous vous énervez, vous fatiguez. Pourquoi? On vous parle des phares, par exemple. C'est l'État qui a dit, ce n'est pas le proviseur qui a décidé. La mise en œuvre des phares. On vous demande de faire les cours conformément au dispositif des phares. Il y a des gens qui disent, non, les gars, les phares là, vraiment, vous nous fatiguez quoi, etc. etc. C'est pas conforme. Vous êtes un agent. On vous met dans un cadre juridique de travail. Vous dites non, 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 bon, là, ça ne m'arrange pas. Il faut que je trouve une possibilité de ne pas faire ça. Si vous ne le faites pas, ne dites pas que vous êtes enseignant. Parce que ce qui fait de vous un enseignant, encore une fois, ce sont des textes. C'est moins votre personne physique. J'insiste là-dessus, ce n'est pas votre personne physique. La personne physique de l'enseignant. Si, avant d'aller à la retraite, vous décédez, que Dieu nous prête longue vie, non, pas nous en préserve, on va partir de toute façon. Que ce soit pas décidé quoi. Mais quand même, bon, vraiment, on souhaite voilà, que ce soit... voilà. Donc, quand vous quittez ce bas monde, mais vous continuez d'exister. Vous continuez d'exister parce que si vous êtes payé, l'État va continuer à vous payer. On continue d'entretenir, l'État continue d'entretenir ce que vous avez laissé derrière. L'État continue à entretenir votre mémoire. La société continue d'entretenir votre mémoire. Voyez, vous n'êtes plus là. Mais ce sont les textes qui ont prévu que si vous n'êtes pas là, voilà ce qu'on va faire. Même quand vous n'êtes pas là, voilà ce qui est prévu. Les phares, ce n'est pas venu pour Ziguinchor ou pour Tamba ou ailleurs. C'est qu'il faut harmoniser la progression pour qu'au moment de l'évaluation, les élèves soient évalués à la même enseigne. Si Ziguinchor est en retard, on en est conscient. On dit allez à votre rythme, mais pensez qu'à la fin de l'année, tous les jeunes, tous les enfants de ce pays-là doivent être au même niveau, c'est-à-dire doivent arriver au même point d'arrivée, c'est-à-dire doivent être au même point d'arrivée. Donc, si vous êtes en retard, vous devez mettre en place un dispositif qui vous permette d'accélérer, d'aller plus vite que Diourbel qui vous a devancé, qui a commencé plus tôt, par exemple. C'est ça le principe de la progression harmonisée. Les cercles, c'est-à-dire qu'on organise de telle sorte que ce soit dans l'académie, mais au bout, c'est le niveau national. Vous êtes en retard ici, rattrapez. Vous êtes en avance, vous pouvez peut-être ralentir parce que, tel que dans le dispositif, je pense que c'est bien sérieux. Le premier mois, le deuxième mois, ou bien le premier trimestre, le deuxième trimestre, etc., etc., les gens doivent être à tel niveau. Si vous êtes en retard, essayez d'accélérer pour arriver à ce rythme-là. Mais vous ne pouvez pas dire, les phares sont là, mais, il n'y a pas de mais. C'est qu'est-ce que vous faites pour justement appliquer ça. C'est comme un voleur. J'ai faim. J'ai volé, mais... Non. Il n'y a pas de mais. On ne vole pas. C'est interdit, il faut appliquer. Maintenant, application magnanime, hein, voilà, de la loi. Les magistrats, là. Les droits de l'enseignant.
il a des droits. C'est l'État qui... il a des droits vis-à-vis de l'État, des droits vis-à-vis des élèves, de son administration, des élèves, de la communauté et de sa corporation aussi. De la même manière, il a des obligations vis-à-vis de ce même État, de ces différentes entités que je viens de signer. Il a des obligations vis-à-vis de l'État qu'il a employé. Il a des obligations vis-à-vis des élèves. Ça, c'est ce qu'on observe le plus. C'est-à-dire que c'est ce qu'on reconnaît le plus facilement. Il a des obligations vis-à-vis des parents. Il a des obligations vis-à-vis de sa profession. Sa profession, c'est très important, la profession. L'image de l'établissement. L'année dernière, on a déroulé ici une formation avec les surveillants. Les surveillants, ce sont des enseignants. Mais chaque fois que je commençais la formation, je faisais un brainstorming en leur posant la question. Mais quelle est la perception que les gens ont vis-à-vis du surveillant? Et les gens commencent à citer. À un moment donné, j'ai changé la question en leur disant: quelle est maintenant la perception que vous, surveillants, vous avez du surveillant? Là, on commence à... Bon, vraiment... Hein? C'est la même perception. C'est parce que on oublie souvent nous oublions souvent ce que nous sommes. Nous sommes des enseignants. Et le comportement de l'enseignant va déteindre sur la profession. On dit souvent enseignant de Fanaï. Bon, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Enseignant d'Afa Naï. Pourtant, Naï, ça veut dire que c'est Harpagon. Hein? Harpagon, il a ses caisses d'argent dans le jardin. Quel est l'enseignant qui a 1 million dans son compte? Boudé d'Afa Naï. Enseignant d'Afa Naï, et il n'a rien dans son compte bancaire. Il faudrait qu'on se pose la question. N'est-ce pas? Bon, si je le dis, les gens vont dire non, qui enseignant la montagne, il le dit, mais on ne répond pas à la question. Vous voyez? Donc, il y a l'image de la corporation. Bon, je me garde de citer, mais si on revient, parce que ça va me permettre de répondre à la question. Les droits que l'enseignant a de la part de l'apprenant de son élève. Le droit à du respect, de la considération, de l'appui. L'apprenant, il devrait normalement pouvoir appuyer son enseignant dans l'exercice de son activité professionnelle. De la même manière, l'enseignant a des obligations vis-à-vis de cet apprenant. À la communauté, l'enseignant a des obligations. Je vais encore utiliser une autre métaphore. Quand j'étais dans le Saloum, il y a des Saloum ici. Oui. Le terme Surga. Bon, je ne sais pas si c'est un terme du Saloum ou bien en tout cas le terme de Surga. Quand les parents, lors des réunions avec les parents, j'aimais bien utiliser ce terme-là en leur disant: nous qui sommes là, nous sommes les Surga. École bi, moi tol bi. Tol bi, comment? C'est pas les Surga. Hein? Tol bi, ni comment? Ce sont les parents. Parce que vous ne bougez pas. Vous êtes là. Nous, Surga yi. Si je me dégué à Ziguinchor, il y a un poste qui damay génn dem sama yoon. C'est voilà pour les autres enseignants qui sont ici. Si vous entendez qu'il y a c'est plus favorable à tel endroit, vous demandez une mutation et vous vous en allez. Vous laissez le champ ici. Donc les propriétaires du champ, ce sont les parents. C'est pourquoi nous leur devons, nous avons des obligations vis-à-vis de rendre compte. Après avoir fait notre travail, on rend compte. Voilà ce que nous avons fait.
Quand nous avons besoin d'outils, d'appui pour travailler, nous avons l'obligation d'aller vers eux pour leur dire voilà ce dont nous avons besoin pour travailler. Mais l'école, c'est l'émanation, même si c'est l'école de la République, c'est l'émanation du peuple. C'est le peuple, ça appartient au peuple. La République, c'est le peuple. C'est le peuple qui a mis en place un certain nombre d'outils pour son fonctionnement. Et l'école en fait partie. C'est pourquoi nous devons avoir une écoute vis-à-vis des parents. Quand les parents disent voilà ce que nous voulons, nous devrions leur répondre comme le Surga, nous devrions leur répondre en technicien. Ce n'est pas notre ressenti, c'est pas notre ressenti, c'est en technicien. On répond en technicien. Moi, en tant que technicien, je pense que voilà ce que nous devons faire, ce que vous devez faire par rapport à votre enfant, par rapport aux enfants, par rapport à l'école, etc., etc. Et vous attendez. Quand ce n'est pas ici, vous évaluez, vous dites que, voilà, j'ai réclamé telle chose, je ne l'ai pas eu, j'essaie de m'adapter. De toute façon, comme on dit en Wolof, à la kulli haal, vous devez faire votre travail. Si vous n'avez pas les moyens, vous vous adaptez. Il a dit pour les phares, quand vous savez que votre école de Kandé, le CEM de Kandé, il y a inondation jusqu'au mois de novembre, ça veut dire qu'au mois d'octobre, vous avez raté les cours. Or, le premier trimestre, ça s'arrête au mois de décembre. Donc, vous avez raté un mois de cours. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour qu'au mois de décembre, au moins je m'approche du terme trimestriel? C'est s'adapter. La communauté doit reconnaître également une forme de centralité de l'enseignant. Nous avons parlé de centralité de l'élève. Centralité de l'élève. Mais il y a aussi la centralité de l'enseignant. Les enseignements-apprentissages, il y a un contexte dans lequel ça ne peut pas se passer. Si dans un cadre, dans le bluff, chez nous, il y a le phénomène du kumpo, les enseignants se plaignent. On organise le kumpo à tout va, même en milieu de semaine. Le dimanche, on organise le kumpo jusqu'à 23 h. Franchement, un bon Diola qui revient du kumpo, il ne pense à rien d'autre que dormir. Parce qu'il a beaucoup dansé. Parce qu'il a beaucoup dansé? Lui, il connaît. Hein? Il a beaucoup dansé. Donc, il ne pense pas à autre chose, il ne pense pas à des cahiers. Et il risque, le lendemain matin, s'il n'y a personne, il risque de se réveiller tard. Or, nous avons aujourd'hui des parents qui sont moins parents que nous, nos parents. Malheureusement, Honoré, tu es au téléphone. Dans les années, nous qui étions à l'école dans les années 70, fin 70, nous avions des parents presque tous illettrés. En tout cas, nous, dans mon village là-bas, tous les parents qu'on avait à l'époque, c'était des illettrés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été à l'école. Certains, bon, je me rappelle un d'entre eux qui nous disait que à l'école, ils y allaient quand ils voulaient. Voilà. C'était juste pour avoir des termes, entendre un terme, et après continuer à aller à la chasse, ou bien aller Gatama, vers les rizières là-bas, lutter et prononcer le terme qu'ils ont entendu à l'école. Parce que ce n'était pas pris au sérieux. Même leurs parents n'avaient pas pris ça très au sérieux. Voyez. Mais aujourd'hui, nous avons des parents qui presque dans leur grande... Enfin, pas presque dans leur monde, presque tous
sont au moins allés à l'école et ils connaissent les enjeux de l'école. Mais ils sont devenus beaucoup plus négligents que nous, nos parents. Nos parents nous accompagnaient. Moi, j'étais à Santhiaba, près de Djouloulou. À l'époque, il y avait une forêt entre Santhiaba et Djouloulou. Mais quand on quittait Santhiaba, surtout au mois de décembre, c'est sombre pour aller à l'école. Il y avait nos parents qui se relayaient pour nous accompagner. Ils vont nous... Bon, à l'époque, il y avait des hyènes, des serpents et tout ça. Donc, ils nous accompagnaient jusqu'à l'entrée de Djouloulou. Quand on entrait à Djouloulou, ils rentraient. Le dernier est décédé il y a quelques... paix à son âme, il y a 1 mois à peu près. Abdou Koli. C'est mon homme. C'est votre homme. Voilà un homme extraordinaire. Il n'a pas été à l'école, mais vraiment, c'est un pionnier. C'est un militant de l'école. C'est un militant de l'école. Il s'est toujours battu pour que l'école, que nous, on puisse réussir. Il y allait avec son fusil. Il venait avec toujours son fusil. Il nous accompagnait jusqu'à l'entrée de Djouloulou et il revenait. Quand il n'y allait pas, il déléguait aux autres, Ablaye Sambou, Noa, Sadio, etc., des vieux là. Mais nous, aujourd'hui, il y a des enseignants qui quittent chez eux en laissant leurs enfants au lit. Voilà le problème. Et ils oublient la centralité, c'est-à-dire le parent qui doit avoir comme focus, certes, son enfant, parce que lui, il n'a pas un élève chez lui, un apprenant chez lui. Lui, il a un enfant. Mais de l'autre côté, il a un enseignant. Il doit penser à cet enseignant-là qui attend de la matière pour travailler. S'il n'y a pas d'élève, il ne travaille pas. D'où la centralité de l'enseignant. Bon, je vais passer, hein, pour revenir envers la profession. Envers la profession, on a souvent parlé de la déontologie, la conscience professionnelle, etc. Je l'ai dit ici aux surveillants, surtout dans la gestion de la vie scolaire. J'ai dit tout à l'heure là, que moi, quand j'étais en 4e, j'ai redoublé la 4e. C'était là, la première salle, là, derrière les toilettes. J'ai redoublé la 4e avec 9,88. C'est bizarre, non? 9,88 que j'avais en 4e. Mais j'ai redoublé. En tout cas, c'est ce qu'on a mis, hein, redouble. J'ai repris la 4e. Et là, quand j'ai repris, il y avait le père de l'autre là. Quand je l'ai, parce qu'il nous a eu l'année suivante, il m'a dit, quand il est entré, il m'a dit, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je n'étais pas un mauvais élève. Mais quand on est à 4e, c'est l'adolescence. Moi, je voulais être musicien. Mais en fait, j'étais trop diverti. Je voulais effectivement réussir, mais j'étais trop diverti. Parce que moi, j'écrivais les chansons de Alpha Blondy à l'époque là. Hein? Mais j'ai eu un problème, surtout en mathématiques. C'est là où j'ai plongé. Parce que j'avais des 0,50, 2,50, 1,50 en mathématiques. Et j'avais posé une question. Moi, j'aime bien faire focus sur ça, hein, parce que quand même, la réponse m'a coûté très cher. La réponse de mon professeur de mathématiques m'a coûté très cher. Ça, en adolescence, on est insouciant. Je dis à la dame qui nous avait en mathématiques, mais madame, les mathématiques, je ne sais pas si vous connaissez madame Dioum. Madame Dioum. Madame Dioum ici. Mais paix à son âme, elle est décédée. Je dis, voilà, c'est des questions. Je dis, mais madame, les mathématiques, c'est des X, des Y, A, sur le segment A, B, etc. Mais ça va nous servir à quoi? C'est cette question-là qui m'a coûté très cher. Parce qu'elle m'a répondu, et dans sa réponse, elle a utilisé, bon, je ne dis pas comment, mais elle a utilisé le terme fainéant. Moi, je ne connaissais pas le mot à l'époque. Et j'ai fait la risée de la classe. Les gens ont ri pendant des jours.
surtout Séni Diatta qui aimait tellement rire là, un ami, et qui, chaque fois, il utilisait ce terme-là pour se moquer de moi. Et depuis lors, le cours de maths, j'ai mis une croix dessus. Alors que c'était une question innocente, peut-être même justifiée pour le petit que j'étais. Et c'est là où, moi, quand je venais, je ne m'absentais jamais. Mais j'étais devant, le banc de devant, je venais, je croisais les bras pendant les 2 heures de temps, et puis je rentrais chez moi. Là, on comprend que ça a été mal géré. L'élève que j'étais, l'enfant que j'étais, l'adolescent que j'étais a été mal géré par son professeur. J'ai dit aux surveillants, faites une rétrospective dans ce genre de situation-là. Des élèves que vous avez rabroués en la surveillance. Je vois des gens, ah, en tout cas, oui, c'est vrai, hein, inspecteur, oui, ça c'est vrai. Il y a des surveillants qui n'attendent même pas que l'élève parle. Il y a des surveillants, quand on leur dit, on dit à l'élève, allez voir tel surveillant, l'élève dit, je préfère renvoyer-moi. Je dis, ces élèves-là, vous les avez sacrifiés. L'enseignant aussi, dans cette perspective-là, a sacrifié ces élèves-là. La conscience, la centralité de l'enfant, c'est un principe de la lettre de politique générale. Donc, tout ce que vous faites, la question qui doit suivre, quel est l'intérêt de l'enfant là-dedans, de l'élève? Vous le renvoyez. Oui, mais quel est l'intérêt? Son intérêt? Quel est son intérêt quand vous le renvoyez? C'est paradoxal, ça semble paradoxal. Quel est son intérêt? Ça nous permet, bon, entre autres, hein, on nous dit que parmi les obligations, respecter les obligations d'honnêteté, de probité, de discrétion, de réserve et de neutralité liées à la fonction. Discrétion, neutralité. Moi, je suis Diatta, tous les Diatta de la classe là, bon, voilà, toi Diatta, etc., voilà, bon, plus 2. Ou bien ce sont les enfants de mon village, on fait une faveur. Ou bien l'autre élément, comme mademoiselle Mademoiselle X se prépare, enfin, en tout cas, se fait un bon maquillage, etc. Elle a de beaux yeux, etc. Voilà, on lui fait des faveurs. Voyez. Oui, les collègues hommes aussi. Mais aussi l'autre aspect, c'est que quand l'enfant est vilain et que madame a les yeux esthètes pour qui aime les beaux visages, etc., etc., elle augmente des points aux garçons. Ah, pourquoi pas? Ah, des cas rares, mais ça existe. Hein? Momo Jimbobi. Ah. Donc, ou bien l'autre, l'inspecteur Mahabdou l'a dit tout à l'heure par rapport à la progression. C'est là où ça pose problème. Madame l'a évoqué quand vous entendez tous ceux qui ont apprécié les phares. Vous avez Monsieur X là-bas qui est largement en retard. On fait une évaluation standardisée. Il vient, il dit à ses élèves, ne faites pas l'exercice 4 là. Ou bien il dit, bon, faites, après je vais vous faire un autre devoir. On n'est pas dans l'honnêteté professionnelle. Et on se trompe. Et on trompe la société. On trompe l'État. On trompe le peuple qui vous a fait confiance. Et vous trompez la profession. Et surtout,
vous vous trompez vous-même. Parce que la difficulté que vous allez provoquer, que vous allez créer, c'est de promouvoir des élèves qui vont être à un niveau où ils ne devraient pas être. Le problème, ça nous rattrape tous les jours. Chaque année, en fin d'année, on évalue. Vous savez, moi, je suis gêné. Je suis très gêné. Quand au BFM, on est à 80%, 90%, 95%. Premier au niveau national. 3 ans après, on est avant-dernier, avant-dernier. On est 12e sur 16. 12e au niveau bac. 12e, 13e sur les 16 académies. Nous dépassons Kaffrine, Sédhiou, Kolda, Kédougou. Après vient Ziguinchor. Ceux qui sont de ma génération, nous assistés ici, ils disaient que c'est de Djogé à Goulumbu. Hein? C'est la Casamance naturelle. Les 3 régions de la Casamance naturelle sont dans les 5 dernières académies en termes de résultats au bac. En plus de ça, vous avez les concours nationaux. On est dans le concours général. Ça fait longtemps que Ziguinchor a disparu des tablettes du concours général. On attend. En tout cas, nos performances sont médiocres. En tout cas, sont médiocres, c'est... Mitigé peut-être. Non, mais pas mitigé. Mitigé comment? Mitigé, ça veut dire que... Mais médiocre, si on peut trouver... Attention dans les autres écoles. MES, école polytechnique... Non. C'est-à-dire... Moi, je dis, mais tu sais, moi, dans cette affaire, sur le concours général, j'ai un autre avis. Mais moi, c'est la vision globale, c'est-à-dire l'aperçu global. L'aperçu global, c'est-à-dire que quand on vous apporte les résultats bruts, je dis voilà notre position. Sans entrer maintenant dans les détails. Parce que je t'ai dit que moi, ce que j'aurais souhaité, pour que je crois que le concours général est crédible, c'est que on puisse nous renvoyer nos copies. C'est important. Les élèves composent, ici, nos candidats composent, on envoie, quand on a fini de corriger, on nous renvoie les copies pour qu'on puisse savoir là où ils ont fauté. Mais on vous dit, voilà, c'est tel élève, Henri Cantoussan, MLS, Sambou, etc., qui ont réussi, point. Point barre. Et vous ne savez pas combien ils ont. Est-ce qu'ils sont à 10? Est-ce qu'ils sont à 11? Est-ce qu'ils sont arrivés à 11,5? On ne sait pas. Donc c'est flou pour moi. Une nébuleuse. Voilà. Une grande nébuleuse. Voilà. Donc respecter les obligations d'honnêteté, de probité. Les gens, ils doivent se poser cette question-là. Aller au-delà. Ce n'est pas l'image qu'on donne, cette image de réussite-là qu'on doit donner. Mais c'est véritablement le sens de cette réussite-là. Les élèves ont réussi et effectivement, ils ont le niveau de la 3e. Les élèves ont réussi au bac et effectivement, ils ont le niveau du bac. Quand on arrivera à cela, moi, je serai très content. Parce que les concours après, ça va venir véritablement, les résultats vont suivre. Les élèves seront parmi les meilleurs. Le crème. Moi, tous les 2 ans, j'intègre le groupe de correction pour voir des candidats là qui nous viennent de l'université et qui font 34 fautes, 40 fautes, etc. Oui, sur les textes là, je leur dis, moi, quand on était au CM2, moi, c'est une dictée comme ça. Moi, on me la donne au CM2. Moi, je ne peux pas faire autant de fautes quand même. 10 fautes, je ne peux pas faire ça sur le texte qu'on a donné cette année. Le drame maintenant, c'est que des candidats, parce que moi j'étais à Périssac, des candidats sont sortis et nous ont dit que nous, on a eu des problèmes avec celui
qui a dicté. Je ne sais pas. La prononciation. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'importance d'une telle remarque? C'est-à-dire qu'un enseignant comme nous, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas prononcer correctement, alors qu'ici, la dictée, les élèves, on doit leur servir un texte bien dicté pour qu'ils ne commettent pas de faute, qu'il n'y ait pas de doute sur le mot qu'ils doivent mettre là. On en est arrivé, notre système éducatif en est arrivé à ce niveau-là. C'est inquiétant. Il y a de quoi supprimer maintenant la dictée, parce que les enseignants ne savent pas lire. Ah, waouh! Non, mais c'est pas... Est-ce que le passage des élèves... En Finlande, il n'y a pas de redoublement, il n'y a pas d'évaluation. Par exemple, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas d'examen intermédiaire là. On forme les enfants et on les sort d'ici, du lycée, pour aller dans un centre, une école de formation ou bien dans une université. Mais c'est parce que l'enseignant, il a des objectifs pédagogiques, il atteint ses objectifs pédagogiques. Ça me permet maintenant de répondre aux questions. Relation entre chef d'établissement et personnel administratif. J'ai dit que les rapports entre les agents de l'État sont régis, sont organisés par des textes. Si vous dites que le proviseur nous l'a demandé, le principal nous l'a demandé, mais nous, on n'a pas accepté, au même moment, vous devez dire que vous n'êtes pas enseignant, vous n'êtes pas agent de l'État. Vous dites que vous n'avez pas accepté, c'est-à-dire que vous n'avez pas exécuté. Je dis bien, vous n'avez pas exécuté. Vous pouvez ne pas accepter. Mais accepter, il y a une façon de l'agent, personne juridique, de ne pas accepter. Je vais vous raconter une anecdote. Il y en a beaucoup, hein? Mais c'est important. Je crois que c'est MLS qui avait cité l'exemple de 2016. 2016, quand on a voulu radier les enseignants. Moi, j'étais proviseur. 2016, on nous a convoqués à une réunion. C'est l'IA qui a convoqué la réunion. Quand il a convoqué tous les proviseurs, etc., quand on est allé, il nous a dit que la réunion se tient à la gouvernance. Ah, IA convoque une réunion. Vous convoquez vos adjoints directs. Après, vous dites que la réunion, c'est à la gouvernance. Ah, le nom grave on a dit. Donc, on est parti à la gouvernance. L'IA a introduit, après il a passé la parole au gouverneur. Le gouverneur nous dit que cette histoire de radiation-là, c'est une réalité. Les textes sont en train d'être préparés. Oui, oui. Je dis que le gouverneur nous dit ça. Mais il nous dit, c'est que moi je suis un être humain et je suis un Sénégalais. Je sais que derrière chaque enseignant, il y a une famille, il y a une société, il y a une collectivité. C'est pourquoi je vous demande, au moins, allez convaincre les enseignants là de prendre les réquisitions. Silence. Vraiment, cette situation-là, même nous qui sommes là, elle nous dépasse. Mais je vous demande, pour qu'on puisse véritablement minimiser les dégâts, demandez aux enseignants de surseoir au rejet ou au refus de prendre les réquisitions. Donc, à les prendre. Après, on donne la parole aux gens. Les gens qui sont inscrits pour parler. Heureusement, il y a ceux qui ont dit, effectivement, les premiers à prendre la parole. Oui, effectivement, cette situation-là
nous, on appréhende les dangers, etc., les conséquences, les inconvénients et tout et tout. Et il y a un autre proviseur qui a pris la parole pour dire que vraiment, cette situation-là, le président nous met en mal avec nos... Le président nous met en mal avec nos adjoints. Parce que quand même, bon, il faudrait que le président comprenne que dans les établissements, les gens aussi, c'est une famille. Et donc, vraiment, le fait de dire ça, de faire ça, vraiment, ça nous met mal à l'aise, etc. Et puis, les enseignants, ils défendent, vous voyez les sacrifices. Ils viennent faire des cours de renforcement gratuitement, etc. Ils plaident. À un moment donné, au moment où on devait passer la parole aux autres, bon, nous autres, hein, nous qui étions inscrits là, le gouverneur demande le micro, demande la parole. Il dit, bon, j'ai entendu monsieur, après il donne le nom, monsieur Faye. Il dit, monsieur Faye, conformément au décret 95-264, le président vous a délégué son pouvoir. C'est vous qui le représentez dans l'établissement. C'est-à-dire que le président n'a pas à venir dans l'établissement. Dès qu'il y a une décision du ministre, parce que le ministre est délégataire de pouvoir, dès qu'il y a une décision du président de la République, le président c'est lui qui est le chef suprême. Ainsi de suite. Vous, en tant que chef d'établissement, vous appliquez et vous faites appliquer la décision du président de la République. Il n'y a pas à discuter. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, il se retourne vers l'IA et il lui dit, IA, vos services, je pense qu'ils sont disposés à recevoir la lettre de démission du proviseur, non? L'IA dit, oui. Je ne sais pas si vous mesurez un peu ce que ça veut dire. Ça dit que si vous n'êtes pas d'accord, vous démissionnez. Si vous n'êtes pas d'accord par rapport à une décision, vous l'attaquez devant l'autre pouvoir qui équilibre les pouvoirs, la justice, pour qu'on fasse annuler une décision. Mais a priori, exécution. C'est valable pour le directeur, la décision du directeur. C'est valable pour la décision du principal. C'est valable pour la décision du proviseur. Je ne le dis pas parce qu'il est là. Ils sont là. Je ne le dis pas parce qu'ils sont là. Vous appliquez. Ou bien vous allez vers lui. Cheikh Faye, ancien IA, disait que conseiller librement, mais servir loyalement. Conseiller librement. Il a pris une décision. Vous trouvez que ce n'est pas bien. Vous allez discrètement voir le proviseur. Proviseur, je veux vous voir. Soyez convaincant. Vous pouvez le trouver vraiment en feu, en colère comme ce n'est pas possible. Patientez. À un moment donné, il va vous ouvrir sa porte pour que vous puissiez discuter. Proviseur, moi je crois que cette décision-là, il y a ça, il y a les enjeux, ça, mais je pense que vous pouvez revenir, ou bien vous pouvez faire ça, vous pouvez amoindrir pour ne pas remettre en cause son autorité. Il y a une façon de gérer, contourner l'annulation, mais on gère. C'est comme ça que fonctionne l'administration. L'État ne doit pas avoir... Vous avez entendu cette histoire depuis 2021. L'État est fort, l'État doit être fort. L'État n'a jamais tort, etc. etc. L'État n'a jamais tort. Parce que l'État, c'est nous tous. Quand l'État prend la décision, c'est comme si c'est nous tous qui avons pris la décision. Maintenant, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ils vont attaquer la décision devant la justice. Parce que c'est la justice qui rééquilibre les pouvoirs. C'est pourquoi il ne faut jamais refuser l'autorité de votre chef d'établissement. Gestion administrative. Quand c'est illégal, il faut l'attaquer.
Et puis, ne soyez pas gênés d'aller voir votre proviseur. Dites-lui. Regroupez les doyens, quelquefois. Moi, j'ai servi dans des établissements où j'avais un doyen qui me dit « Non, moi, je me rends compte que cette année, je mérite mon salaire. » Je dis « Pourquoi ?» Il me dit « C'est cette année que j'ai mérité. C'est que, yo, dama le rousse quoi. Moi, je mérite mon salaire. » C'est un doyen, un vrai sérieux. Vrai sérieux. Corissar. Quand on dit Corissar, c'est de vrai sérieux. Le prénom, c'est un prénom sérieux. Voyez. Donc, c'est pour vous dire que il y a des manières de faire. Et c'est là où vous allez convaincre. Quand vous n'êtes pas d'accord et que c'est très sérieux, il faut faire un recours à la hiérarchie. Ça aussi, les enseignants ne le font pas. Ils préfèrent tirer à boulet rouge sur leur chef supérieur hiérarchique, quitte même à entrer dans l'insubordination. Quand l'insubordination arrive chez nous, nous, on sanctionne d'abord l'insubordination avant d'ouvrir votre dossier. Parce que vous connaissez bien la justice. Quand une enquête est mal menée, le tribunal, il vous dit vice de forme, le dossier est annulé. Pourtant, c'est un voleur, hein? Parce qu'on l'a pris en flagrant délit ou bien je ne sais pas dans quelles conditions, mais les enquêteurs ont mal mené leur enquête ou bien ils l'ont arrêté à minuit, etc. alors qu'ils n'avaient pas de mandat, ainsi de suite. Ça arrive, l'avocat qui est bien inspiré, il dit on l'a arrêté à 1 h du matin. Monsieur le Président, je vous demande d'annuler cette procédure. C'est la loi qui le permet. Donc le magistrat dit, ah bon, vraiment, là vraiment vous avez enfreint la loi. On le libère. La société va crier. On l'a pris ici, c'est un voleur, on sait que c'est ceci, etc. Il y a eu vice de forme. Donc, pour véritablement qu'on ait la paix dans les établissements, les textes, essayez de les lire, de les maîtriser. Beaucoup de Sud, je n'ai pas oublié votre client. Rassurez-vous. La grève pour être rémunérée. Vous savez, l'État, c'est la puissance publique. C'est lui qui a même droit de mort sur les citoyens. Droit de mort. S'il a droit de mort sur les citoyens, mais il a droit de retarder votre salaire. Hein? Ah oui, le représentant de Dieu sur terre. L'organisation, bon, je vais peut-être égratigner les musulmans, là, les bons chrétiens, les bons musulmans. L'organisation de Dieu, c'est à toute proportion gardée, c'est l'organisation que nous avons dans un État. Dieu, il est au sommet. Le président est au sommet. Après, il a son gouvernement. Bon, je mets entre guillemets, attention, il ne faut pas qu'il y ait. Il a ses services, les anges, etc. etc. L'État aussi a ses ministres, son gouvernement, pour mettre en œuvre la politique, ainsi de suite. Donc, pourquoi, la question c'est pourquoi les gens sont obligés d'aller en grève? Parce que la grève aussi, elle est reconnue. C'est pourquoi nous sommes là. Les syndicats, on donne, c'est le droit, hein, ça fait partie des droits, j'aurais pu citer ça, le droit syndical. Les droits de l'enseignant. Donc, les gens, ils vont en grève pour dire à l'État, mais payez-nous ce que vous nous devez. Mais l'argent que l'État doit à un agent, dès que le dossier est reconnu, forcément, il doit payer. Si on a une administration correcte, forcément, vous allez entrer dans vos droits. Vous savez, vous avez entendu des pays où il y a des gens qui, 30 ans après, l'État finalement, on contraint, enfin, il y a même une possibilité de contraindre l'État à vous payer. Donc, on demande à l'État de payer. 30 ans après, on paye. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci pour ça.
Planète est une politique de l'État. Quand on vous dit faites ça, essayez de voir comment le faire, mais pas ne pas ou faire. Faire ou ne pas, non, c'est pas ça la question. C'est comment le faire. Mobilisez-vous, trouvez les moyens de mettre en application cette affaire. Bokot Sud, c'est un point qui est revenu. Parce que moi qui vous parle, c'est nous qui avons géré le dossier. Moi principalement. Bon, dans une conférence comme ça, on ne doit pas parler de moi. On est dans le service. Ce n'est pas moi, ma personne. Hein. Ma personne, il n'existe pas. Mais c'est l'IVS. Ou les IVS. Actuellement, on est 2. On a reçu toutes les communautés, sauf les enseignants du CM1, je veux dire. Voilà. L'administration est venue, les parents d'élèves sont venus, les élèves sont venus, même d'autres notables, la communauté. C'est pourquoi j'ai dit que la communauté, c'est l'école de la communauté. Voilà, la communauté est venue pour aborder la question. Je voulais vous dire ceci, c'est pourquoi il faut faire très attention. Chacun a son terrain. J'ai envie de dire, sur un terrain de football, chacun a sa surface de réparation. Les enseignants ont leur surface de réparation. L'administration, votre administration au niveau du CM a sa surface de réparation. L'IF à laquelle vous dépendez, n'est-ce pas, qui est l'autorité directe du principal, a sa surface de réparation et l'IA a sa surface de réparation. Après, c'est le ministère. On peut même maintenant quitter le système scolaire pour aller dans les tribunaux. Mais le tribunal, c'est un autre domaine. Donc, les enseignants, quand le problème a éclaté, les enseignants étaient en droit qui avait été destinés en justice. Ils ne l'ont pas fait. Dieu merci. Dieu merci. Le problème a été géré. L'IA ne peut pas, vice de forme, hein, si l'IA avait sauté pour venir au CM pour régler ça, ça nous aurait causé problème. Parce que vice de forme, ils sont exclus. Ils font un recours en disant que vous avez pris cette décision-là sur la base de quel procès verbal? Procès verbal de l'inspecteur vie-scolaire, oui, oui. Mais est-ce que il y a eu traduction en conseil de discipline? On va dire, ah bon, non, c'est-à-dire, etc. Ah, c'est-à-dire, il n'y a pas de c'est-à-dire. Donc, il fallait respecter la procédure. On nous a fait pression, hein, y compris les syndicalistes, qui nous ont dit, oui, mais vraiment, là, vraiment, il paraît qu'on est en train de mettre l'affaire là sous le tapis, etc., etc. Nous, on est là, zen, et on a attendu. Quand le procès verbal arrive, il va à l'IF. L'IF apprécie et il vient chez nous. Nous aussi, on apprécie. Et nous, quand on apprécie, on essaie de voir de façon globale, de façon générale, le contexte général. C'est comme un magistrat. Hein? Un magistrat, vous lui soumettez un dossier. Il ne se contente pas de lire les mots là et après de prendre une décision. Il va voir le contexte. Les avocats défenseurs vont venir, ils vont se prononcer, etc., etc. Ils vont dire, oui, les enfants doivent bénéficier de circonstances atténuantes parce que, etc. Et c'est sur cette base-là que nous prenons notre décision. Encore une fois, au niveau des établissements, je vous ai donné l'exemple des exclusions, propositions. Autrefois, les propositions étaient envoyées au ministère. Après, maintenant, on a délocalisé, on les a centralisées au niveau des IA et IF pour analyse. Vous faites des propositions. Les propositions de passage là, vous mettez exclu. C'est une proposition. Tant qu'elle n'est pas entérinée, l'élève n'est pas exclu. C'est pourquoi je dis, les chefs d'établissement, Djiba est là, les propositions de passage, on analyse, on voit, on envoie les listes.
Ce sont des propositions de passage, propositions de redoublement, propositions d'exclusion. On a cette habitude-là de dire, on mentionne. Oui, oui, vous mentionnez. Non, attendez. C'est ça, non. Vous mentionnez, madame, vous mentionnez sur le bulletin. Ce que vous mentionnez, est-ce que sur les bulletins, on n'a pas mis proposition du conseil de classe? Autrefois, on mettait décision du conseil de classe. Parce que c'est la lourdeur qui consiste à renvoyer au niveau du ministère, parce que les gens étaient obligés de faire la saisie avec des machines à taper. Car vous tapez ainsi de les listes que vous envoyez au niveau du ministère. Pour que les gens analysent et puis ils vous renvoient, après avoir analysé à ce moment-là, la décision. Ce que vous faites, c'est des propositions de passage. Quand ça arrive chez nous, on regarde. Est-ce que cette décision-là, elle est fondée? Généralement, ce que nous faisons, les propositions de passage, on ne les regarde pas. Hein? Parce qu'on considère que c'est à l'avantage des élèves. C'est acquis. C'est acquis. Mais les propositions de redoublement, on voit par exemple un élève qui a 9,47. Encore une fois, j'ai dit que c'est des textes. Ce n'est pas que, bon, nous, au niveau de l'IA, bon, on a bu du thé, etc., un bon café, donc on est heureux. On va aujourd'hui, mon gars, non. C'est sur la base d'un texte qui dit que l'élève, pour qu'il passe, doit avoir telle moyenne, telle moyenne, telle moyenne. S'il a fait des progrès, il faudra en tenir compte. Par exemple, s'il avait 7 de moyenne au premier semestre, il se retrouve avec 10 de moyenne au second semestre, 10 et quelques, au point qu'il se rapproche de 9,30, 9,20, 9,17. Vous pouvez le laisser passer. Ces progressions-là, de 2 points, il a fait des performances. Quand l'élève a fait des performances, on le laisse passer. Voilà ce qui justifie que quelquefois on voit un élève, on voit un élève qui a 9,37. Non, moyenne annuelle, 9,37. Il ne passe pas, mais celui qui a 9,17, il passe. Les gens ont dit non, c'est une injustice. Mais le texte dit qu'un élève qui a fait des performances, il était à 7. Il se retrouve à 10,60. Celui-là, il faut la récompenser, cette performance. Non, 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 ce n'est pas les élèves. Les élèves, quand la décision tombe, c'est tous les citoyens, tous les scolaires. Ça concerne tout le monde, c'est la communauté. Parce que la décision, quand elle tombe, il y a un cachet de l'IA. Le cachet, c'est les sceaux. Les sceaux de l'État. C'est-à-dire que c'est République du Sénégal qui a décidé. Ce n'est plus le nom que vous allez voir là-bas. Le nom, c'est pour la comptabilité. Ou bien imputabilité, accountability. Sorry. Accountability. Voilà. C'est pour l'imputabilité. On va voir Youssouf Diatta, Mahabdou Diouf. D'accord. C'est Mahabdou Diouf qui a signé au nom de l'État. Donc, madame, ce n'est pas la peine de penser que Gaï, ils laissent aller les autres, eux, non. Vous comprenez? Je vais vous donner la parole. C'est ici même. C'est Bayo. Je vais vous revenir. C'est sur la question, hein, sur cette question-là. Oui, allez-y. Oui. C'est les candidats au bac. Oui. Les candidats au bac. Oui. Très souvent, ils sont lésés. Oui. Parce que de la 6e à la première, oui. Ils passent avec 9,50. En première, oui. Ils ont le bac de 9,50. Et au bac, on demande la moyenne de cycle. Oui. Cette moyenne de cycle-là, oui. les empêche de
Oui. Donc à ce niveau-là, déjà souvent je pose la question, mais jusqu'ici, je n'ai pas de retour favorable. Non, il n'y aura pas de retour parce qu'il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. C'est très compliqué cette question-là. Là aussi, le proviseur peut répondre. Je peux donner l'avis d'un proviseur. Et là, ce sont des enseignants. Les enseignants, comme ils l'ont posé à peu près de la même manière. Moi, quand je fais le tour, en début d'année, je fais le tour des classes pour sensibiliser les élèves en leur disant que si vous continuez à vous contenter de 9,50, ça va vous rattraper au baccalauréat. Parce que 9,50 en seconde, vous passez. 9,50 en première, vous passez. Vous arrivez en terminale, vous avez 9,50. Vous n'avez pas la moyenne du cycle. Donc, vous n'allez pas apparaître dans l'application de l'office du bac pour les repêcher. Voyez. Donc, des enseignants sont venus me voir. Je le dis, hein, les proviseurs que vous êtes là, qui sont là. Des enseignants sont venus me voir en me disant qu'à Kaffrine, ils ont trouvé la solution. C'est qu'un élève qui arrive, si vous décidez que l'élève doit passer, il est repêché. Il est repêché. Le gars me dit, je dis repêché comment? Ils disent non, c'est-à-dire de la même manière qu'on repêche les élèves au bac, en conseil, on le fait. En cotisant, comme je le disais à l'époque, hein, quand j'ai corrigé, en cotisant pour qu'ils puissent avoir 10, de la même manière, eux aussi, quand un élève est dans cette situation-là, on voit que l'élève, bon, il a 9,50, il doit passer. Est-ce que tout le monde est d'accord? Il doit passer. Il n'y a pas de problème de discipline, etc. Oui. Donc, il faudra faire tout pour qu'il puisse avoir 10. On cotise. Voilà ce que les gens ont fait. Mais, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que on va vous accuser de légèreté, etc., etc. Mais ce que, là, quand j'ai posé la question à une autorité, bon, plusieurs autorités, hein, au minimum 3 autorités, les gens m'ont parlé de la souveraineté du conseil de classe. Ah, vous pouvez faire prévaloir la souveraineté du conseil de classe. Sans entrer dans le doigt, un des doyens m'a dit, bon, je ne vais pas au-delà, parce que après, ça vous laisse maintenant l'initiative. Lui donne des arguments. Après, maintenant, il y a l'initiative. Je l'ai fait deux années de suite. C'est-à-dire tous les élèves de terminale, de seconde, cette année-là, qui avaient 9,50, même 9,47, 9,45, en tout cas, quand les élèves avaient une certaine progression, ont décidé que ces élèves-là, il faudra faire des points pour qu'ils puissent passer. La deuxième année, il y a eu le blocage d'un professeur qui n'a pas accepté. Parce qu'il faut que ce soit consensuel. Wow. Parce que sinon, souffle les dougal qui créent. Wow. Donc, à ce niveau-là, ça a été difficile. Les gens sont allés discuter avec lui. L'année dernière, on l'a fait vraiment, s'il n'y avait pas de problème, ainsi de suite. Finalement, il a dit, bon, def len lu ngeen kii. Def len lu ngeen li leen nee, voilà, def len lu leen nee. Waaw, ñun loolu moo ñu neexoon. Ñu def ko. Ah, voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est une question, nous sommes des pédagogues. C'est pourquoi c'est important. Je disais que l'essentiel, c'est d'atteindre les objectifs pédagogiques que vous fixez. Donc, les propositions de sanctions, passez par les conseils de discipline. Respectez la procédure. C'est comme un enseignant. Les gens ne l'ont pas posé ici. Quelqu'un l'a posé, je crois. Hein? Départ d'un enseignant du fait de son chef d'établissement. Oui. Mais, oui, mais le chef d'établissement, il a les prérogatives du président de la République.
De la pression des élèves. Voilà, d'accord. Non, de deux choses l'une. Parce que l'administration, moi, fonctionner. On fait quitter l'enseignant pour lui, pour son intérêt. Pour le protéger. Oui? Pour le protéger, parce que protéger, il y a deux choses. La protection physique, mais la protection morale. Protection physique, c'est-à-dire qu'il y a des risques d'agression, de diapanthèque, etc. Mais aussi la protection morale, parce que après vous allez être affaibli par l'environnement, le milieu. À un moment donné, l'État, ce n'est pas que l'État a fait d'eau, mais l'État protège ses agents. On l'a dit, je n'ai pas le droit à une protection. L'enseignant a le droit à une protection. En 2012, je crois, 2012, Koubano, mais pratiquement tous les enseignants qui étaient là-bas, on les a sortis. Ceux qui souhaitaient quitter, on les a sortis. Oui, oui, affaire de Kankourang et tout ça. On les a sortis. Bon, moi j'étais à Djibok et j'en ai accueilli certains. Vous voyez? Donc là, ce n'est pas la faiblesse de l'État, mais c'est dans le fonctionnement normal de l'État, protection de ses agents. Il y a de ces réunions, quelquefois, quand on tient des réunions dans certaines localités, mais les préfets sont avec nous en nous disant, mais écoutez, moi vraiment, cette affaire-là, si ça continue comme ça, man, samay agent, dama len di jëlé fi. Samay agent, ce sont ces agents. C'est lui qui représente le président de la République là-bas. Il a la responsabilité. Bon, maintenant, c'est l'actualité avec Cabrousse là. Honoré, est-ce que c'est pas ce qui t'a retardé, toi là? Hein? Donc, les exclusions, Boutoupa Kamarakunda. Vous savez, si vous n'avez pas respecté la procédure, vous envoyez le dossier là-bas, vous allez être surpris que les inspecteurs vous disent reprenez ces élèves-là. Je vous ai donné l'exemple ici. Moi, quand j'ai envoyé la liste, je n'avais pas mis que ces élèves-là, ils avaient abandonné. Moi, j'ai juste mis élèves exclus, les élèves qui ont moins de 16 ans. L'IA m'envoie la liste pour me dire reprends ces élèves-là, reprends qui. J'appelle le doyen, mes doyens, ils ont abandonné. Je dis, ça rapport. Les gens reprendre, tu ne vas pas demander à l'IA de reprendre son document. J'ai repris le dossier. C'est comme ça. Donc, on applique. Si les élèves, les enseignants, les chefs d'établissement ont la paresse, quelquefois, je le dis, de traduire les élèves en conseil de discipline. Ça, c'est du côté des chefs d'établissement. Mais du côté des enseignants, ils ont une forme de fuite de responsabilité. Quand le chef d'établissement lui demande de faire un rapport circonstancié sur le cas, il faut dire ah oui, mais vous gagnez. Mais pro, bon, finalement, affaire bi géré quoi, c'est bien, on a. Parce qu'ils ne veulent pas se mouiller. Ils disent non, je ne veux pas le voir dans mon cours. Non, à mon droit né, élève bi, je ne veux pas le voir dans mon cours. Ça n'existe pas. C'est soit l'élève ou bien yow la ñuy génné ci cours bi. Le cours appartient aux élèves. C'est pas à l'enseignant. Donc un enseignant ne peut pas dire cet élève-là, moi je le renvoie pour 1 jour, 2 jours, 4 jours, 1 semaine, etc. Ou bien il ne vient pas dans mon cours. Si vous le faites, mais nous on est en droit de vous dire, mais c'est deux choses. Soit lui il intègre ou bien yow nga dem. Waaw, ñu wut benen enseignant bo xamantene mo koy jël. Sinon, faites un rapport, envoyez ce rapport-là à l'administration. Et ça janwatch. L'administration maintenant, moi gérer. Si vous n'êtes pas satisfait de la gestion d'un dossier, vous avez le droit d'écrire une lettre, remettez-la au proviseur pour qu'il transmette la lettre à l'IA, si vous êtes dans un lycée. Au principal, pour qu'il transmette la lettre à l'IF, si vous êtes dans un CM. C'est comme ça que fonctionne l'administration. Mais après, on va me dire, bon, vraiment, si j'écris ça, le proviseur, à la fin de l'année, il va me noter mal, alors que moi, je vais compétir. Et le proviseur n'a pas le droit de bloquer la lettre parce que ce n'est pas destiné à lui. Oui, le proviseur ne peut pas bloquer la lettre.
Parce que c'est pas sa lettre. L'administration là. Bon, c'est l'idéal. Les gens, ils préfèrent gérer les choses. Et après, maintenant, tous les problèmes, ils sont là, vous ne les avez pas réglés. On a géré, mais on n'a pas réglé. C'est ça. C'est-à-dire le dialogue de gestion qui doit prévaloir. Dialogue de gestion, tout le temps. Le cadre que l'autre a explicité, le Kumpo là, on avait parlé de Kumpo, le Kumpo frappe des élèves, etc. Oui. Il a répondu, il a expliqué le contexte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une affaire de l'école. C'est-à-dire, accessoirement, c'est-à-dire, c'est pas directement l'administration. Ce n'est pas une affaire administrative, directement administrative. Parce que ce n'est pas les principaux qui étaient impliqués. Ce ne sont pas les enseignants de l'école qui sont à la manœuvre. C'est la communauté qui a dit « Moi, j'ai tel problème, voilà comment je vais le régler. » Et la communauté a fait ce qu'elle avait à faire. Il se trouve que le nom de l'école y est apparu parce que on les a frappés en tant qu'élèves. Voyez. Et c'est là où ça nous a interpellés. Mais, puisque on a sorti Khalifa, nous les Diola là, hein, on a sorti un secret. Quelque chose qui était censé être secret. Qui est censé être relevé du secret de nos traditions. On l'a sorti, on a mis ça à la place publique, on a filmé et on l'a envoyé au Japon, en Chine, à Haïti, etc. Je donne le nom de Haïti parce que le président national de l'APE qui est venu ici, cette semaine, en début de semaine ou la semaine dernière, il m'a dit que, non, c'est la semaine dernière, il m'a dit que c'est un de ses amis qui est à Haïti, qui l'a informé, après avoir vu la vidéo, il a informé, mais yo, qu'est-ce qui se passe là au Sénégal là? Qui sont Kibi? Non, je ne suis pas au courant, il lui envoie la vidéo. Et il est venu justement pour négocier, etc., etc. Bon, nous, on était là, on attendait de voir. Attention, l'autre problème, il y a un problème avant, il y a eu un problème avant. Un enseignant qui a été victime de vol. On lui a volé des animaux. Bon, je n'entre pas dans les détails. Il a identifié un des auteurs ou bien les auteurs. Il est allé voir la communauté pour dire que, bon, moi, je ne suis pas d'ici, mais cette affaire-là, je ne préfère pas aller à la gendarmerie, etc. Donc, c'est telle personne, telle personne, telle personne. Les jeunes du village, avec la communauté, est allé prendre les gosses là et on les a bien corrigés. Cette affaire-là, c'est pas s'il y a eu une plainte et on a pris les auteurs de la bastonnade, y compris l'enseignant, et on les a amenés, puis déférés ici. Là aussi, les communautés se sont levées, mais non, quand même, bon, on a géré et on a réglé. C'est réglé. C'est géré. Mais c'est... Alors, donc, pour vous dire que dans ce genre de situation, vous savez, si l'enseignant, on est dans un dilemme. Pourtant, l'enseignant, je pense qu'il avait bien fait. C'est-à-dire, il avait bien fait socialement, il avait bien, mais juridiquement, il n'avait pas bien fait. C'est pourquoi juridiquement, on lui a dit, attention, loi amna fi de affaire bi bu xewé rek du question da ngay jël yat rek dem di chicoter nit ñi dédé. Donc, or, s'il avait déposé une plainte, peut-être que du xaj ci village bi. Parce que les gens vont dire, ouais, qui là, après c'est lui qui nous a amené à la gendarmerie. Hein? Voyez, et ça s'est passé au même moment, hein? Au même moment. C'est pourquoi dans un panel où j'étais, au moment où la vidéo là a circulé, du Kumpo là, la vidéo a circulé, moi j'ai attiré l'attention des enseignants qui sont dans la zone, en leur disant, s'il y a des scènes de bastonnade, qu'aucun enseignant ne se mêle à ça.
Parce que lorsque vous allez devant un magistrat, lui, il ne va pas voir l'enseignant. Au contraire, lorsqu'on va lui dire que c'est un enseignant, il va dire circonstance aggravante. Parce que vous, enseignant, vous savez que le châtiment corporel vous est interdit. Et vous êtes impliqué. Donc, la sanction devient plus lourde. C'est pourquoi j'insiste, on va peut-être, je vais m'arrêter là. Pour dire, je ne sais pas si j'ai répondu à pas mal de questions, mais en tout cas, invitons à l'école, pour ce qui est de la gestion. La neutralité. La neutralité, c'est que il faut éviter la rupture d'égalité. L'État le dit, même pour nous, agents, on évite la rupture d'égalité. Si on l'a déjà dit, les augmentations de salaire. Pourquoi bac plus 4, bac plus 4, bac plus combien? Bac plus 3, bac plus, etc. Celui qui a bac plus temps, il a un salaire, bac plus 2, a un salaire supérieur à quelqu'un qui a bac plus 6. Moi, j'ai un cousin qui est PCMG, il est au lycée de Kounoun. Et il y a quelques années, on a recruté sa femme au coude. J'ai dit, mais mon gars, c'est très bien. Donc elle est qui? Mais c'est bien. Mais je lui dis, écoute, maintenant, ne pense pas qu'elle ne sera pas dans le besoin parce qu'elle a un emploi, il faut de temps en temps. Bon, c'est mon jeune frère. De temps en temps, il me dit, ne te fatigue pas. Son salaire est supérieur au mien. Il dit, qu'est-ce que tu me racontes là? La femme n'a pas le bac. Non, elle a fait le bac une fois, 2 fois. Bon, ça n'a pas marché, il lui a payé une formation. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit, non, son salaire est supérieur au mien. Ne te fatigue pas. Après, viens, appelle-la, elle va te confirmer ça. Je dis, non, je ne vais pas l'appeler. Lui, il est PCMG, donc bac plus 2, on peut le dire comme ça. Celle qui n'a pas le BFM, un salaire supérieur, il y a une rupture d'égalité. De la même manière, les enfants, quand vous êtes dans une classe, quand vous faites cours, il faut avoir ce souci-là, d'éviter la rupture d'égalité. Une gestion démocratique de votre classe. C'est un idéal. La démocratie est un idéal. Parce que même dans notre inconscient, il y a toujours une discrimination. Moi, quand je regarde ici, je dis, bon, peut-être qu'il y a des gens à qui je vais accorder quelques faveurs, mais d'autres, peut-être, ils ne pourront pas. Mais c'est là mon inconscient. Mais j'essaye d'être à équidistance avec tout le monde. Évitons, pour ce qui m'est arrivé en 4e. Moi, en tout cas, je reste convaincu. Parce que moi, quand je suis arrivé en seconde, j'ai voulu, après l'année blanche, moi j'ai fait la seconde en 88. On fait le premier semestre, on arrive, c'était au mois de mai, je crois. Abdou Diouf prend un décret et il dit, maintenant vous êtes en vacances. Cette année-là, je suis allé en vacances chez moi, au village, en fin mai. Mai, juin, juillet, août, septembre, 5 mois de vacances. Al-Birek, la chasse, la pêche, etc. Les rats, les lapins, les biches, etc. Mais l'année suivante, pour revenir, reprendre la seconde. Donc quand je suis revenu, j'étais en seconde A1. Comme j'avais de bonnes notes en sciences naturelles, sciences physiques, j'ai dit que moi je veux aller faire la série D. Je veux aller en série D. Mon professeur de sciences physiques, le gendre, était très content. Il me dit vraiment c'est très bien, etc. Il faut aller voir le surveillant général. Je suis allé voir le surveillant général. Le surveillant général m'a dit, ah oui, c'est très bien, etc. Bon, donc moi je viens, je reste en classe. 2 jours après, le surveillant général arrive en classe. C'est Kanouté, pour ceux qui étaient là, le Kanouté, le surveillant général qui aime bien s'habiller là. Hein? Il était surveillant général des classes de seconde. Il nous a trouvés en classe. Qui est Youssouf Diatta? J'étais devant. Il dit, c'est moi. C'est toi qui as demandé. Je croyais qu'il venait me dire, bon, prends tes affaires, tu vas en seconde D, etc. C'est toi qui as demandé à aller en seconde D. Oui, c'est moi.
Il me dit, oui, c'est très bien, mais toi, en 4e et en 3e, tu n'as pas travaillé en maths? C'est la douche froide. J'ai dit, ah, mais je vais travailler. Non, tu vas travailler ici? Tu vas travailler ici. Et après, il m'a dit, et je vous ai à l'œil. Non, il était même sorti. Après, il est revenu pour dire que vous, les élèves de lettres classiques là, j'ai remarqué que vos notes en mathématiques ne sont pas bonnes. Je vais vous surveiller. Je vous ai à l'œil. Hein? C'est là où j'ai connu le terme. Je vous ai à l'œil. Hein? Vous voyez, leçon su. Et c'est... Bon, j'ai continué à travailler en mathématiques, mais en série A, on a travaillé, on a été de bons élèves en mathématiques. Parce qu'on y travaillait. La rupture d'égalité a fait que, bon, peut-être que c'est une mauvaise gestion, et ça arrive à tout enseignant. Quand vous vous rendez compte que vous avez mal géré un élève, essayez de vous rattraper. Je donne un dernier exemple. Il y a un commissaire de police, Tendeng. Je pense que certains ont entendu parler de lui. Il était à Guédiawaye, je crois qu'il est maintenant. Il est au commissaire Tendeng. C'était un de nos élèves ici. Et il avait un de ses professeurs ici. Lui, il était le responsable de la classe quand il était en terminale. Figurez-vous, c'est le commissaire. Il est commissaire actuellement. Normalement, il doit être proche d'être divisionnaire, hein, je ne sais pas. En tout cas, il était là, en terminale. Et le professeur qu'il avait, il nous dit que le professeur habitait à la cité Biagui. Quand il entrait, tu dois savoir qui c'est, quand il entrait, il venait avec son sac. Et il faisait beaucoup de bruit pour qu'on puisse le remarquer au niveau de l'administration là-bas pour voir qu'effectivement il est arrivé. Mais quand il arrive ici, il demande aux élèves de quitter un par un. Donc, les élèves quittent un par un, mais il dit au responsable, Tendeng, toi tu restes, toi tu es le responsable, tu ne peux pas amener le cahier de texte à la surveillance. Et Tendeng, lui, il me dit, moi je l'ai trouvé à l'époque, il était à Fatick, en 2007, il était à Fatick. Voilà, j'étais allé corriger le bac là-bas, et je le trouve là-bas. Et on a échangé. Il me dit, mais où est-elle? Je dis, oui, mais il est... Bon, je ne donne pas... Il me dit, mais... après, il commence à rire, quoi. Il me dit, non, vraiment, non, monsieur Diarra, vraiment... Comme c'est un gars du Mofovi, là, on est des cousins à plaisanter. Je dis, mais toi, tu es en train de rire là. Il me dit, non, tu sais, c'est bizarre, quoi. C'est-à-dire que... Après, il me raconte cette histoire. Il me dit, moi, je restais en classe et je travaillais jusqu'à 18h. Après, je vais à la surveillance pour déposer. Je dis, donc, tu as triché. Il me dit, non, c'est lui qui m'a fait tricher. Hein, parce qu'il avait un ascendant sur moi. Il commence à utiliser des termes juridiques. Le professeur a un ascendant sur lui. Donc, il lui a fait faire, autrement dit, hein, il lui a fait faire des choses qu'il ne devait pas faire. Mais si ce commissaire-là, on lui demande de faire une enquête de moralité sur ce monsieur-là, vous voyez, c'est pourquoi faisons attention. On est des enseignants. On a des obligations. Lisez les textes, la loi d'orientation. Retenez bien, la loi d'orientation, c'est très important. Les signes religieux, etc. Nous avons même une administration actuelle. Les gens, quelquefois, ils exagèrent sur l'habillement des élèves, etc. On dit, oui, non, l'élève doit faire ça, ainsi de suite. Attention. Moi, je suis d'accord, mais il faudra mettre à jour les textes. On renvoie quelqu'un parce qu'il n'a pas porté la tenue. Où est-ce que c'est dit? Le règlement intérieur, on le met dans le règlement intérieur. Mais la loi ne le dit pas. Ah, où est-ce que c'est dit? C'est écrit. Non, ce n'est pas que, je ne dis pas que ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que celui qui a dit qu'il faut promouvoir la tenue, il devrait normalement adapter la loi d'orientation. Pour que si quelqu'un attaque une disposition du règlement, parce que quelqu'un
peut attaquer une disposition du règlement intérieur. En disant, vous avez dit ça dans le règlement intérieur. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais vous ne pouvez pas dire, je ne suis pas d'accord, donc je ne porte pas. Ah non, je l'ai dit tout à l'heure. Vous appliquez. Sinon, vous allez devant le juge. Je viens déposer une plainte, un recours, en annulation de la disposition du règlement intérieur, parce que ce n'est pas conforme à la loi d'orientation. Le juge est obligé de se prononcer. Mais vous ne pouvez pas dire, moi, je ne porte pas parce que ce n'est pas légal. Non. C'est pourquoi, malheureusement, nous, on réagit par émotion. Voilà, il y a telle situation, allez, il faudra le faire, etc. etc. Et par ignorance. Oui. Dans ce cas, est-ce que ce n'est pas l'inspection de rédiger? Non, ce n'est pas l'inspection. Ça dépasse même l'inspection. C'est la loi. Je dis la loi d'orientation. La loi, c'est la loi à l'Assemblée nationale. Oui, oui. Et ici, on voit qu'à chaque établissement, son règlement intérieur. Oui, mais le règlement intérieur devrait, et ça je le dis, toi ton règlement intérieur, tu nous l'as envoyé, mais sans citer les soubassements. Le règlement intérieur doit être fondé sur la Constitution, les conventions. Bon, les conventions, on peut ne pas les citer parce que quand même il y en a beaucoup. Donc vous dites la Constitution, la loi d'orientation, la lettre de politique générale, etc. etc. Et même le dernier texte là, l'arrêté portant du ministre sur les tenues, les règlements intérieurs, sur les règlements intérieurs, l'adaptation des règlements intérieurs aux nouvelles dispositions. Vous pouvez citer ces références-là. C'est-à-dire que si vous le dites, c'est que vous dites que mon règlement intérieur s'inspire de ces textes-là. Vous comprenez? C'est pourquoi... Vu la Constitution... Oui, vu la Constitution, ou bien considérant les dispositions de la Constitution, ainsi de suite. Voilà. C'est pourquoi c'est important. Et moi, je vous invite, les EG là. C'est-à-dire qu'il faut de temps en temps, par groupe comme ça, vous voyez une disposition d'un texte réglementaire. Mais organisez-vous comme ça, vous discutez entre vous. Mais voilà ce que dit la loi. Mais nous, donc, tout ce qu'on faisait là, mais ça va. Hein, c'est pas... Donc, on le faisait sans le savoir. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, il y a ce bras de fer entre les surveillants et les enseignants. Bon, oui, allez-y. D'habitude, peut-être les surveillants ne maîtrisent pas, je ne sais pas, ce que je peux dire, le règlement intérieur de l'établissement. C'est bon. Voilà. Parfois, ils ne maîtrisent pas le règlement intérieur de l'établissement. Et par moments aussi, les enseignants agissent en ne respectant pas aussi les règles. Et de ce fait, à chaque fois qu'il y ait des renvois ou bien des exclus... Massifs, quelquefois. Voilà. Les surveillants aussi réagissent hautement, au point que l'enseignant est indexé dans sa tête. Et ce dernier aussi conçoit que ce n'est pas au surveillant de le remettre à sa place. Ce n'est pas son supérieur hiérarchique. Voilà. Alors que nous savons que les surveillants aussi sont une administration technique qui ne font qu'appliquer les... Très bien. Mais donc, ce n'est pas la peine que je réponde à la question parce que vous avez répondu à la question. Non, ce que je veux dire par là, c'est une très bonne question. C'est pas allumé. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'année dernière, quand je faisais la formation, les surveillants ont tapé sur les enseignants, en disant que les enseignants ne les respectent pas. Quand ils disent ceci, voilà, ils disent que vous êtes des instituteurs, nous sommes des professeurs, etc., etc. Non, en réalité, c'est une affaire de fonction. Vous êtes enseignant, craie en main, vous êtes responsable de la police dans votre classe. Quand vous sortez de votre classe, vous relayez le problème ou le dossier, l'affaire au surveillant. Ce n'est pas au proviseur, ce n'est pas au censeur, au surveillant qui doit gérer le dossier conformément à ses responsabilités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous lui avez transmis le dossier, vous devrez normalement lui faire confiance parce que l'administration, c'est comme ça. Moi, je ne peux pas, vous ne pouvez pas nous envoyer votre dossier ici et après vous nous laissez là-bas pour aller voir quelqu'un d'autre pour qu'il le gère. Man bu ñëwé ma gis sam bop
Or, le surveillant, c'est les tâches administratives, ils sont du personnel de l'administration, le personnel administratif. Vous êtes les personnels enseignants, craie en main, comme on dit. Moi, il m'est arrivé très souvent de dire aux enseignants, aux professeurs, je vous interdis de refuser un bulletin émis, un billet émis par la surveillance. Je vous interdis de refuser un billet émis par le surveillant, par un surveillant. S'il y a le cachet, ce n'est pas le surveillant, M. Djiba. Non, c'est l'État du Sénégal. Le cachet, c'est le sceau du Sénégal. Le sceau de la République. Il faut du respect à ça. Quand vous commencez à rejeter ça, attention, vous avez renié l'autorité du surveillant. Si le chef d'établissement vient, il peut vous renier votre autorité à partir de ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, c'est le désordre dans l'établissement. L'équilibre des pouvoirs, c'est sur la base des textes. Que chacun s'exerce dans le métier, dans les fonctions qui sont les siennes. On reçoit le billet, ensuite... Si vous n'êtes pas satisfait, vous gardez l'élève dans votre établissement, vous tenez les billets. Si vous avez des informations, parce que l'administration peut émettre une décision, l'administration émet des décisions sur la base de ce qu'elle a. Si vous avez des éléments contraires, mais vous faites votre cours, quand vous avez fini, vous prenez le billet, allez vers l'administration, vous avez émis sur cette... Je pense que vous ne saviez pas qu'il y a telle situation. Ah bon? Mais lui, il va vous dire, mais ça, le parent, il ne nous a pas dit ça. L'élève ne nous a pas dit ça. D'accord. À ce moment-là, il prend ses responsabilités pour instruire ce dossier-là avec les nouveaux éléments que vous lui avez apportés. Parce que n'oubliez pas que vous faites partie de l'administration. La preuve, vous êtes son adjoint. Si vous êtes professeur de mathématiques, on touche du bois à supposer que tous les supérieurs, ceux qui vous sont supérieurs, ne sont pas là pour une raison ou une autre. Qui doit gérer l'établissement? Ce n'est pas l'IA, mais l'IA n'est pas là. Ce n'est pas l'IF, l'IF n'est pas là. C'est qui? C'est le plus ancien qui est là. Les autres plus anciens, ils ne sont pas là. Donc, ça vous tombe dessus. Vous gérez, parce que l'État vous a confié l'établissement. Il ne faut pas dire, bon, le principal n'est pas là, on va vous servir à tous une demande d'explication. Pour que vous expliquiez. Et j'avais oublié de parler de la demande d'explication. La demande d'explication, suivez-moi très bien. Il faut, je le dis avec souvent une dose d'ironie, les enseignants devraient souhaiter qu'on leur serve le plus souvent une demande d'explication. Ah bon? Les enseignants, il faut souhaiter qu'on vous serve le plus souvent une demande d'explication. Pour que vous vous expliquiez sur ce qui s'est passé. Parce que quand vous expliquez, c'est archivé dans votre dossier. Vous comprenez? Et normalement, vous avez cela en archive dans votre dossier. Si demain, il y a une situation qui arrive, le principal, il sort votre dossier. Il dit, voilà, lui là, il fait ça, ça et ça. Moi, les réponses que je vous ai servies. Wow, chaque fois que je demande d'explication, c'est très bien. Mais gagnez réponse direct. La première réponse, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à l'hôpital, je vous ai servi le certificat médical. Une copie, j'ai agrafé le certificat médical. Deuxième bilan là, deuxième bi aussi, il y avait un certificat médical parce que j'ai une maladie chronique. Troisième bi, il y a un certificat médical. Premier certificat médical. Parce que Bobo, c'était à telle date. Or, le certificat médical,
c'est 1 mois, ou bien c'est 15 jours de repos, ou bien 10 jours de repos. On regarde l'inspecteur qui vient ici, il dit au principal, Yotamit, pourquoi tu veux le sanctionner alors qu'il était absent au moment où il bénéficiait d'un repos médical? Maintenant, si c'est ce que tu fais là, c'est pas sérieux, etc., etc., vous gérez. La fois suivante, etc., vous gérez. Il n'y a aucune trace. À la fin de l'année, il vous note. Vous êtes souvent absent. Sur la ligne absence là. Assiduité, etc. Il met. Assiduité, ponctualité. Il met. Que vous êtes agent absentéiste, etc. Vous dites que non, c'est pas sérieux. Je ne suis pas d'accord. Bras de fer. Où est la preuve? C'est votre parole contre la sienne. Quand ça arrive chez nous, généralement, c'est la parole du supérieur hiérarchique qui doit prévaloir. C'est pourquoi je dis encore une fois, les demandes d'explication, c'est mieux. Ce n'est pas une sanction. La demande, on gère tous les jours, on est dans la gestion. Il m'a servi une demande d'explication, mais ce n'est pas normal. J'ai dit, mais il faut vous féliciter, il faut même vous réjouir qu'il vous ait donné une demande d'explication. Ah, mais comment ça, inspecteur? Moi, je lui ai servi même Je lui ai même servi le certificat médical. Je dis, mais justement, donnez-lui, faites-lui, dans votre réponse, dites-lui, monsieur le principal, vous m'avez servi une demande d'explication. Je vous fais copie du certificat médical dont vous avez déjà une copie parce que je vous ai déjà donné une copie. Faites-lui ça et puis vous lui servez. Prenez un texte, affaire de guerre. Mais non, mais c'est que la demande d'explication, c'est trop. Moi, je connais demande d'explication. Moi, je l'ai sauvé. Hein? C'est pourquoi je dis, il ne faut pas trop en vouloir à vos chefs d'établissement quand ils vous servent une demande d'explication. Servez la réponse. Servez-lui la réponse. Et c'est ça qui va justement simplifier vos rapports. Quand un chef d'établissement se rend compte que moi j'ai un agent qui est très administratif, bobu ngay am jam. Bobu ngay am jam. Parce que dina xamné fi dal du ñeexum ñebbe comme dit notre grand candidat. Voilà, donc je ne sais pas si on va faire un dernier tour de table, un dernier